Donc là, on va parler pendant les 25-30 prochaines minutes d'API et de voir si elle passe le contrôle technique. Donc je m'appelle François-Guillaume Ribro, je suis actuellement architecte et responsable des développements numériques chez Ouest France. Donc si vous avez de la pluie aujourd'hui, c'est peut-être à cause de moi, je suis venu de Bretagne. On recrute, et en parallèle de ça, je fais aussi du conseil, et je maintiens aussi des SaaS, pour ceux à qui ça parle, le passive income ou l'independent hacking, donc créer des SaaS et les maintenir seuls et gérer la partie Ops, etc. Donc les problématiques DevOps parlent à ce moment-là. J'aime bien commencer les présentations avec cette citation de Christopher Strachey, je ne sais pas si ça vous parle ce nom-là. Vous connaissez sans doute tous Alan Turing. Alan Turing, quand il est dans son labo en Angleterre, en train de travailler sur les premiers ordinateurs, il a besoin de mettre quelqu'un en charge du responsable R&D. Et en fait, il y a quelqu'un qui est un très bon développeur qui s'appelle Christopher Strachey. Et c'est lui qui va prendre ce poste-là. Et donc, ce qu'il nous dit il y a 50 ans, c'est qu'il était convaincu que les sciences informatiques allaient devenir une science importante. Alors normalement, je mets un smiley, on voit les animojis Apple avec on a une face de merde au-dessus, bon, bref. Sur la science importante, mais il ajoute, donc ça c'était il y a 50 ans, qu'actuellement on était dans un état d'avancée extrêmement primitif, et qu'on ne connaissait pas encore les grands principes sous-jacents. Et il termine en disant, il va falloir se concentrer, plutôt que de transmettre, il faut utiliser tel techno, tel langage, telle librairie, plutôt de s'intéresser à la recherche des principes sous-jacents. Et du coup, dans les 25 prochaines minutes, alors normalement c'est une présentation de 50 minutes, donc là elle est un peu compressée, il y a des choses qui ont été enlevées, mais dans ces 25 minutes, en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est pas de parler de tel techno, etc. Ce qui va m'intéresser, c'est plutôt les principes qui étaient valides il y a 20 ans, qui sont valides maintenant, et qui seront valides dans 20 ans. On pourra très bien, si vous voulez, en off, parler de comment on déploie du Kubernetes en multi-région, ce sera avec plaisir, mais là, aujourd'hui, on ne va pas se concentrer là-dessus. Donc, votre API passe-t-elle le contrôle technique? Qu'est-ce qu'un contrôle technique? Un contrôle technique, c'est 131 points de contrôle, 410 points de défaillance. Si je vous demande de mémoriser ça là tout de suite, ça va prendre un peu de temps. On est capable en tant qu'être humain de mémoriser ça, mais ça peut prendre du temps. On a une solution. La solution, c'est ce qu'on appelle les checklists. Les checklists, quand on regarde la définition, ça permet de pallier à nos limitations de mémoire et de concentration et d'attention. Du coup, le nom de la conférence, je crois que c'était les 30 ou 50 principes, parce qu'en fait, entre le moment où je l'ai posté cette conf et maintenant, là maintenant on en a 70, enfin à peu près 80. Donc ça représente un peu tout ça. Et c'est vraiment ce qui est important, c'est que c'est des principes. C'est peu importe la techno, et on peut faire l'exercice, des technos d'il y a 20 ans, on va devoir appliquer les mêmes principes. Après, on sera plus ou moins en capacité de le faire parce qu'on aura plus ou moins les outils, les commodités pour mettre ça en place. Alors tout de suite, on se dit, mais s'il faut que j'applique cette checklist-là dès le démarrage de mon nouveau projet, ça va être un peu compliqué. Et on aime bien dire, il faut y aller petit pas par petit pas. Alors je vais aller à contresens et reprendre ce fameux proverbe français qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ici, personne n'est né forgeron et n'est né développeur d'API. Personne ici n'est né développeur d'API, personne ici est né en ayant la capacité de faire de l'administration serveur. Par contre, à force de le faire, comme diraient les Allemands, c'est l'exercice, l'habitude fait le maître, à force de développer des API, à force de setup de nouveaux projets, on est de plus en plus rapide à le faire. Et donc ça devient de moins en moins, et on va mettre de plus en plus de choses en fait à chaque fois qu'on fait ce geste. Et donc au japonais de conclure en disant qu'il est impossible de réciter un sutra sans l'apprendre auparavant. En d'autres termes, si on ne prend pas le temps de se poser la question de quand je développe une nouvelle API, quand je déploie un nouveau projet, où est-ce que j'en suis vis-à-vis de l'état de l'art, eh bien on ne peut pas savoir où on se trouve. Donc on va faire l'exercice, on va développer une API, et avant de commencer le développement, il y a déjà une première question qu'on va se demander, c'est mais quel est l'objectif? On est un peu comme dans Matrix, dans une boîte blanche. Notre seule limite, c'est notre imagination, c'est ça qui est intéressant avec l'informatique. Du coup, c'est quoi notre objectif? Et malheureusement, ou heureusement, comme on vit dans une société très orientée monétaire, du coup l'objectif, ça va sans doute être de gagner de l'argent avec ce nouveau service. Alors, petite question, à qui ça parle les SLO, SLA, SLI? Levez la main. D'accord, moins de 50% de la salle, donc on va faire juste un petit rappel. Pour définir ces objectifs, on va grossir le trait,
avec l'approche DevOps, on va vouloir définir ça via ce qu'on appelle des SLO. Donc SLO, c'est Service Level Objectives. Donc un objectif, pour rappel, c'est le fameux principe SMART. Ça doit être mesurable, ça doit être sur une période de temps. Ça doit spécifier d'où et comment on le mesure. Et avec ces objectifs-là, on va pouvoir driver nos dashboards, notre alerting, etc. Donc j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais sur un des SaaS que je maintiens, qui s'appelle ImageChart, c'est un remplaçant à Google ImageChart, très longue histoire, mais version courte, ça permet de générer des graphiques, on passe une URL et ça vous retourne une image que vous pouvez mettre dans des images, etc. Et donc un objectif, le premier objectif que je me suis fixé pour faire un remplaçant à ce que faisait Google, c'était de dire que 95% des requêtes de génération, la latence de ces requêtes-là devait être inférieure à 400 millisecondes sur le mois. Ça, c'était un SLO avec un objectif non critique. Le critique, c'est dès que je dépasse les 500 millisecondes, par exemple. Et donc, en fait, les objectifs, on va les baser sur des indicateurs. Là, ici, l'indicateur qu'on utilisait, c'était la latence des requêtes. Mais il y en a d'autres. Il y a le temps de réponse, l'uptime, etc. Donc ça, les indicateurs, c'est des métriques, et sur ces métriques-là, je vais pouvoir construire mes SLO, ou de mes SLO, je vais pouvoir dire, ah oui, j'ai besoin de suivre telle ou telle métrique. Et le dernier point qui va nous intéresser là-dessus, c'est une approche contractuelle, implicite ou explicite, qu'on appelle les SLA. Donc, qui ici utilise Slack? Qui ici utilise Slack en payant? Quand on utilise Slack en payant, j'adore faire cette blague-là. Quand on utilise Slack en payant, on a un contrat qui est passé avec Slack, et si Slack n'atteint pas son niveau de disponibilité, eh bien on a des crédits qui nous sont donnés sur le mois suivant pour moins payer. Donc ça, c'est un SLA défini par Slack pour vous garantir un certain niveau de disponibilité. Et pour qu'il s'engage à le garantir, du coup, on met en face de l'argent. Google a des SLA avec nous, mais ils sont totalement implicites. Donc ça, c'est dans leur bouquin qui est gratuit et disponible sur Internet. En fait, ce qu'ils expliquent, c'est que le moteur de recherche, en fait, on ne gagne pas d'argent si le moteur de recherche de Google tombe. Bon, c'est assez logique, mais par exemple, pour Google, vu que c'est son cœur de métier, eux, en fait, ils ont des SLA en interne, implicites, là-dessus, parce qu'il y a un contrat à remplir. On a donc défini nos SLO, nos SLA, c'est quoi les grands objectifs de ce service-là? Maintenant, on va devoir le nommer. Donc on sait tous qu'en informatique, il y a deux choses compliquées, le nommage des choses et l'invalidation du cache. On ne va pas parler de l'invalidation du cache aujourd'hui, même si c'est un autre sujet. Si on appelle notre service UPS, ou si on l'appelle RCPU, ou si on l'appelle Ghostbusters, ou si on l'appelle Thanos Service. Alors Thanos Service, il y a une petite idée. C'est sans doute pour faire du Chaos Monkey sur la prod, bon, pourquoi pas. Mais c'est pas très transparent. Par contre, si on l'appelle User Préférence, là, tout de suite, on comprend tous ce que ça veut dire. User Préférence, je peux même avoir quelqu'un de non technique et on peut parler le même langage. Et du coup, il y a un principe qui me semble assez important, celui-là il est intemporel, c'est que le nommage doit être ennuyeux. Le nommage doit être ennuyeux, ça s'applique à tous les niveaux. C'est pas que au niveau du développement, ça s'applique aussi pour de l'Ops, alors tout en respectant le principe de Cattle vs Pet, bien sûr, mais ça s'applique aussi pour de l'Ops, et en fait, en ayant un nommage ennuyeux, descriptif, non ambigu et transparent, eh bien en fait, ça va me permettre d'avoir ça va être un cercle vertueux dans mon organisation, parce que ça va me permettre de respecter, pour moi, les deux principes les plus importants en informatique, qui sont la séparation d'intérêts, ou qu'on appelle aussi en français la séparation des préoccupations, separation of concerns en anglais, et le principe de source de vérité unique. Grâce à ça, en fait, je peux avoir qu'un seul user préférence au sein de mon SI, et c'est une bonne nouvelle. Donc on a défini le nom de notre service, on va lancer le développement. Alors, qui ici a déjà entendu parler de ce qu'était un IAM? Cool, bonne moitié. On aurait pu demander à ceux qui ont levé la main, est-ce que vous faites aussi du cloud? Parce que du coup, dès qu'on arrive un peu sur des plateformes cloud, on découvre ce que c'est un IAM. Donc un IAM, pour rappel, ça respecte un peu les trois de la sécurité. On a l'authentification, l'autorisation et l'audit. L'exemple que je vais prendre ici, c'est un outil qui s'appelle Keycloak, qui est développé par Red Hat, supporté par Red Hat, il est open source et développé en Java sur du Wildfly. Un IAM, ça se trouve en fait très bas dans les couches du SI. Là, en fait, le lien que vous voyez en bas à droite, c'est un papier qui a été sorti par des chercheurs de Berkeley,
qui avait déjà sorti un papier il y a 5 ans en expliquant, voilà, dans 5 ans ce que ça sera. Donc ils avaient anticipé tout le mouvement vers le Function as a Service. Et donc là, ils ont refait l'expérience en se disant, bon, bah, vu qu'on avait à peu près à 80% raison, est-ce qu'on va pas pouvoir aussi prédire dans 5 ans? Donc ça, si ça vous intéresse, le papier est là. Mais dedans, il y avait un diagramme qui m'intéressait assez, c'était celui-ci. Donc sur la première couche, ce qu'on voit, c'est qu'on a la partie physique, le serveur, le réseau, le stockage. OK. Sur la deuxième couche, on va voir la gestion logique. Donc là, on va retrouver nos VM, notre gestion logique du réseau, notre block storage, et c'est là où on va retrouver notre IM. Quand on regarde la manière dont fonctionne un Google Cloud ou un AWS, ce qu'on voit, c'est que tout est connecté à l'IM. Et la bonne nouvelle, c'est que il y a encore pas si longtemps que ça, c'était un peu compliqué d'avoir une brique d'IM sur son SI. Il y avait beaucoup de solutions propriétaires, mais peu de solutions open source et qui tenaient la marée. Et donc maintenant, on commence à avoir ces solutions-là qui arrivent en tant que commodité. Après, on peut regarder aussi à droite sur la partie monitoring. Le monitoring n'est bien qu'un seul endroit de notre SI, et c'est pas chaque équipe qui monte sa propre stack de monitoring dans son coin. Pour ceux qui ont vécu ça. Et puis par-dessus, on va avoir toute l'approche du catalogue de services. Donc là, on va pouvoir s'éclater, on va pouvoir faire de l'object storage, etc. Et enfin, au-dessus de ça, on a nos équipes qui vont pouvoir produire de la valeur en se basant sur cette fameuse plateforme. Et en fait, cette plateforme-là, c'est la responsabilité de l'entreprise de la fournir. Et plus on avance dans le temps, plus on voit que ce qu'on souhaite, c'est que les équipes soient autonomes, qu'elles aient une connaissance des objectifs, donc ça peut être via pas mal de méthodologies comme les OKR, etc., et qu'elles soient en autonomie pour développer de la valeur, délivrer au client final des fonctionnalités. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Si on revient sur notre IM, comment ça marche? Alors donc là, ce qui m'intéresse, c'est que le pattern finalement est agnostique du langage et du framework. On a notre API qui est développée dans le langage favori, peu importe finalement. Et puis on va retrouver, peu importe le framework, une notion d'intercepteur, de filter ou de middleware qui va pouvoir intercepter la requête, transférer des métadatas autour de cette requête-là à l'IM, qui l'IM va pouvoir voir est-ce que cette requête-là elle est authentifiée. Si elle est authentifiée, est-ce que la token est valide? Et puis, est-ce que j'ai des règles d'autorisation à appliquer là-dessus? Et ensuite, enfin, la décision que l'IM va prendre va être loguée dans ce qu'on appelle un audit. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, j'ai qu'un seul endroit dans mon SI où je sais qui a fait quoi et quand, et qui a eu les autorisations ou pas pour le faire. Puis l'IM va répondre donc à l'intercepteur, et l'intercepteur va ensuite pouvoir passer ou pas la requête au handler dans mon langage de programmation favori pour traiter la requête. Alors bien sûr, hein, on parle de Keycloak, mais on a Google Cloud Identity ou alors Amazon Cognito qui font aussi des équivalents. Et en France, on a Auth0, Cocorico. Là, tout de suite, très souvent, quand on parle d'IM, c'est encore un peu bloquant, en tout cas en France, parce qu'on nous dit « Ah oui, mais non, moi, authentifier toutes mes API, ça ne va pas le faire, et puis authentifier les appels entre mes API, tu comprends, c'est complexe, etc. » Ce qu'on aime bien faire, c'est l'approche de 1990, et puis là j'en profite parce que c'est le bon endroit pour parler de ça, qui est l'approche de sécurité par périmètre. Sécurité par périmètre, c'est mon système d'information, c'est un château fort, j'ai un pont-levis, et tout le monde va passer par le pont-levis, les méchants comme les gentils. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon WAF ou équivalent au niveau du pont-levis, et puis de toute façon, si les méchants veulent passer, ils seront obligés de passer par le pont-levis. Donc ça, c'est le modèle modèle de sécurité des années 90. Donc on est en 2019. En fait, dès les années 2000, ce modèle-là a été remis en cause. Il a été remis en cause pour, on va dire, 2 facteurs. Le premier, c'est que le périmètre du SI il a commencé à être de plus en plus diffus, parce qu'on allait commencer à prendre des outils en dehors du système d'information. On parlait de Slack, Slack il est en dehors du système d'information. Il y a beaucoup de choses qui vivent comme ça en dehors du système d'information, et donc la muraille autour de mon SI commençait à être un peu plus diffuse. Et puis le deuxième point qui est très intéressant, c'est que les employés ont commencé aussi à sortir de l'entreprise. On parle de nomadisme, de télétravail, etc. Et donc on a dû mettre en place des VPN. Et là, du point de vue d'un attaquant, le VPN, c'est comme passer par le pont-levis, mais en mode cap d'invisibilité, quoi. Même logique. Et une fois qu'on arrive à l'intérieur du château fort, si aucun des appels n'est authentifié, pour peu que les VLAN n'aient pas été mis en place, voilà, ça aussi c'est du vécu, eh bien ce qu'on voit, c'est que c'est Disneyland, quoi. On a accès à tout. Donc ça, c'est 2000. Donc 19 ans plus tard, là maintenant, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on ne va pas pouvoir tout verrouiller, et donc il va falloir détecter. Alors, une très bonne pratique, il y a plusieurs axes là-dessus. Une très bonne pratique, c'est plutôt d'avoir de l'audit avant tout.
d'être capable de comprendre ce qui s'est passé, et puis ensuite de tracer ce qui se passe pour mettre en pourquoi pas, donc là c'était déjà dès 2015 dont on parlait de ça, d'analyser automatiquement ce qui s'est produit, ce qui est en train de se produire pour détecter des patterns bizarres. Donc on passe d'un modèle de trusted network, à dire finalement toutes mes API, je fais les appels comme ça, j'ai pas besoin de m'authentifier, à un modèle untrusted. Ça, il y a, dans les années 90, c'était pas si facile à dire. Maintenant, en fait, on a les outils, notamment open source, mais il y a des communautés maintenant qui se montent pour avoir des IAM, etc., pour pouvoir déployer ce genre de choses. La dernière ligne, là, le application segmentation, ça, c'est le wording exact de ce que promeut Istio, donc la couche qui se met au-dessus Kubernetes pour faire du service mesh. Et donc, ça devient des commodités. Avant, c'était beaucoup plus dur à mettre en place, la barrière était beaucoup plus haute, mais maintenant, c'est beaucoup plus bas. Donc, on peut le faire. Alors, on n'a pas commencé, on n'a même pas commencé encore à se connecter sur l'IM, à développer. Hein. Là, on a juste dit qu'il va falloir utiliser un IM. On n'a pas encore mis la première ligne de code qu'il faut déjà qu'on anticipe le futur. Le pire qu'on puisse faire, c'est envoyer en production. Alors, il y avait 2 talks avant, il y avait quelqu'un qui avait exactement dit cette information-là, et moi je suis totalement en face. L'application qu'on va déployer, faut déjà penser à qu'est-ce qui va merder dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est quoi les... Typiquement, utiliser, en Docker, ça va être utiliser le 2.latest. Voilà, ça c'est super, ça va bien se passer. Ou mettre du étoile dans ses dépendances de projet, ce genre de choses. Donc on doit anticiper ça. C'est pas si on doit le faire, c'est on doit le faire. Alors là, c'est une des slides qui est un peu protocole non agnostique. Donc là, je parle de HTTP, mais là, on sait que pour versionner en bonne approche, ça va être du HTTP. Mais on va aussi pouvoir utiliser d'autres approches, comme le DNS ou ce genre de choses. Et toujours sur le HTTP, là on voit que Twitter, par exemple, n'a pas anticipé sa politique de versionning. Je ne sais pas si vous avez vu là. Ok. Et si quelqu'un fait du versionning avec la query string, ça m'intéresse beaucoup. Je suis en recherche de ça pour compléter ma collection. Et il y a Stripe. Alors Stripe, on va faire une petite pause là-dessus. Stripe a résolu le problème du versionning. Version courte. Qui ici a déjà dû maintenir plusieurs versions d'une même API en production? Avec le sourire qui va bien, parce que c'est vraiment pas marrant à faire. Du coup, ce qu'on voit très souvent, c'est j'envoie ma V2, et puis je vais devoir faire une V3, j'envoie ma V3, j'ai une même base de code, hein, mais j'ai déployé ma V2 et ma V3, donc c'est déjà une branche, et puis après, si je m'aperçois qu'il y a des bugs qui étaient sur la V3, mais aussi sur la V2, il va falloir que je backporte mes informations sur la V2, et là, ça commence à être marrant. Stripe a trouvé une solution. Donc on va faire ça, on va faire l'exercice en mode ingénierie inversée. Donc Stripe est une boîte noire, on considère simplement que en production, ils ont toujours la dernière version de leur API, mais pour autant, on peut continuer à taper sur une version de l'API qui remonte à 2012. J'ai un de mes SaaS là, qui tape sur une version de l'API de Stripe qui remonte à 2012, avec des breakings entre-temps. Donc le client fait sa requête et il ne précise même pas de numéro de version. Il fait juste sa requête, lui s'attend à ce que ça soit en V2. Donc il envoie juste sa requête, authentifie bien entendu. Et ce que va faire Stripe, c'est qu'il va donc avec la notion de middleware, hein, transférer cette requête-là, ou en tout cas les métadatas, à son IAM, qui va retourner des informations sur le client. Et là, ils vont faire quelque chose de nouveau, en tout cas qu'on entend peu parler. Ils ont une sorte de data store qui leur permet de savoir, pour ce client-là, voilà la version de l'API qu'il souhaite. Par exemple, ce client, il souhaite la version 2. Donc à cet instant, Stripe, en API version 3, sait que la requête, elle est au format V2. Et là, ils vont faire l'équivalent de ce qu'on retrouve, le pattern qu'on retrouve sur les migrations sur des bases de données relationnelles, sauf qu'ils vont faire ça avec du code. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des migrations successives pour transformer ma requête du format V2 au format V3. Puis, on rentre dans le handler, on exécute la requête format V3, et enfin, là, je ne vais pas retourner directement une réponse au format V3. Lui, mon client s'attend à une réponse au format V2, donc je vais exécuter une done migration, donc je vais passer de V3 progressivement vers V2. Et mon client, lui, de manière totalement transparente, reçoit sa réponse. Alors là, vous êtes en train de vous dire, non mais il a inventé tout ça. En fait, il y a un article qui est apparu en 2017, mais de manière un peu, comment dire, ça n'a pas fait de grand bruit sur Internet, donc le lien se trouve en bas. Et ils expliquent en fait qu'ils ont une classe en Ruby comme ça, qui s'appelle version changes, où ils vont décrire à chaque fois leur transformation. Alors eux, ils ne sont pas sur une politique de versionning en sémantique versionning, comme on pourrait le penser. Ils versionnent plutôt par date de release, mais en fait, à chacun de ces changements-là décrit qu'est-ce qui change et comment ça change. Et grâce à ça, ils sont capables de générer leur changelog et leur doc.
Alors changelog, pas de manière totalement automatique, parce en analysant le code, leur code source HTML de leur changelog, on voit que c'est pas cohérent. Donc il y a des opérations manuelles, mais ils font beaucoup de choses de manière automatique grâce à ça. Donc ça, c'est un pattern, bah oui, bien sûr, on doit versionner son API. Après, il y a différentes façons de le faire, et celle-ci semble la plus générique possible. Et puis, on est encore dans l'ère de l'informatisation des processus humains. 80-90% de ce qu'on fait au quotidien, c'est simplement des API CRUD, de persistance d'information. Et donc, on doit forcément gérer tout ça, dès qu'on fait du CRUD. La pagination, bien sûr, la recherche, le sort, le filtering, le field selection, donc ça, c'est la capacité à aller prendre uniquement certaines informations qui m'intéressent, et on faisait ça très bien en REST avant toute l'épopée GraphQL. Et puis le field expansion, donc ça, c'est aller chercher des sous-éléments. Donc si ça vous intéresse là-dessus, j'en parle dans cette présentation-là. Alors un autre pattern qui est intéressant et qui va être fondamental dès qu'on va vouloir passer son organisation sur le développement d'API, on connaît tous Jeff Bezos qui dit à ses ingénieurs Amazon, bon à partir de maintenant on arrête de rigoler, on va développer des API, et les API qu'on développe pour nous, on doit aussi pouvoir les monétiser à l'externe. Ce qui fait qu'à date, vous êtes tous capables, on est tous capables d'exploiter les API de logistique, de gestion de logistique d'Amazon. Donc on va faire un exemple. Prenons comme exemple le fait de développer l'API de DevOps Today. Je suis en local sur ma machine, j'ai une base de données relationnelle, voilà, j'ai dockerisé tout ça, super. On a un IAM forcément, parce que je vais vouloir authentifier les appels, donc je vais récupérer des tokens de mon IAM, que bien entendu je ne vais pas stocker en dur dans mon code source. Et puis je vais rajouter une contrainte qui va être que pour chacun des speakers, on veut retourner ses derniers tweets. Donc là, en tant que développeur, ce qu'on fait, c'est, ok, je vais sur la plateforme de Twitter, je me crée une nouvelle application. Donc l'application, on va l'appeler TalksDev, et ça va me donner des tokens client ID, client secret. Super. Donc je récupère ça, je mets ça dans ma configuration, et j'exécute mes tests, j'écris mes tests, tout se passe bien. Je passe en environnement de staging. Là, finalement, je vais aussi me connecter à l'IM. Par contre, là, je sens bien qu'il y a un problème. Je ne vais pas vouloir utiliser mon application Twitter de dev, parce que si je la fais planter pour X raison, par exemple, trop de requêtes, donc à se faire rate limit, je ne veux pas que ça plante mon staging. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une deuxième application Twitter qui va s'appeler Talk Staging. Je rentre ces informations, je fais mes tests, ça se passe bien. Et puis, on rigole plus, on arrive en production. Donc là, en production, non, je ne vais pas me connecter sur l'IM de staging, je me connecte bien entendu sur l'IM de production. Et puis pour Twitter, la logique est la même. Je ne vais pas vouloir, si quelqu'un en staging, pour X raisons, fait de la merde, je ne veux pas que ça impacte mon environnement de production. Donc, je crée une troisième app chez Twitter qui s'appelle Talks Production. Et là, si on s'arrête, il y a un truc un peu bizarre. Donc ça, c'est une organisation qu'on voit de projet. Si Twitter et IAM, c'était d'autres équipes qui se trouvaient dans mon organisation, c'est un peu ce que j'aurais, quoi. En fait, Twitter, on tape sur son environnement de production. Et c'est bizarre, on tape pas sur son environnement de staging à Twitter. Salesforce, c'est pareil, on tape pas sur son environnement de staging. Pourtant, IAM, l'équipe IAM qui gère IAM, qui est une équipe chez moi, elle, je tape sur son environnement de staging. Tiens, c'est bizarre. En fait, il y a peut-être un principe qu'on a oublié, c'est que on connaît très bien la notion de public et de privé en développement, mais en opération, on a peut-être un peu oublié ça, c'est que les environnements de production, c'est les seuls environnements publics. Et tous les autres environnements, alors dans le désordre, les environnements de formation, les environnements pour les clients, etc., les environnements des devs, les environnements de qualification, d'intégration, tout ça c'est des environnements privés, et ils sont privés à l'équipe qui gère ça. Le seul environnement public de l'équipe, c'est l'environnement de production. Et les autres équipes, même si on est dans la même organisation, doivent taper sur mon environnement de production. Alors, et bizarrement, c'est ce qu'on fait avec Twitter. Donc là, on voit qu'on a un problème, c'est que voilà, mon staging et mon dev, ils pointent sur l'environnement de staging IAM. Non, je devrais taper sur l'environnement de production. Ah oui, mais chez Twitter, j'avais des apps, ce qui me permettait d'avoir un cloisonnement logique de mes données, et pourquoi pas des quotas associés, etc. Sur IAM, est-ce que j'ai l'équivalent? Ça tombe bien, oui. Sur IAM, on a un truc qui s'appelle les royaumes. Donc les royaumes, c'est l'équivalent des bases des schémas qu'on retrouve sur Postgre. Donc ça permet d'avoir un cloisonnement logique, et au sein des royaumes, je vais avoir mes utilisateurs, mes clients, etc.
Et donc je vais faire 3 royaumes, rediriger mes liens, et ça marche bien. Vient ensuite une question qui va se poser, c'est, oui, ok, ça marche pour l'IM, ça marche pour Twitter, mais mon application, là, mon application de talks, du coup, si d'autres personnes veulent créer des talks, mais qu'ils ne veulent pas créer de talks en production, comment ça marche? En fait, ce qu'on voit, c'est que pour appliquer ça, pour libérer la productivité des équipes au sein de mon système d'information et aussi des opportunités business, parce qu'en fait, à la fin, l'entreprise n'est qu'un des clients parmi d'autres, eh bien, je vais devoir mettre en place des primitives au niveau de l'architecture de mon API. Et donc, ça va être par exemple des organisations, des sites web, des apps, des workspaces. Voilà. Il y a différentes terminologies, mais à chaque fois, ça me permet de faire du cloisonnement. Et je vais avoir, par exemple, un workspace production, ou alors un workspace qui va s'appeler DevOps D-Day. Et puis, si je rencontre un organisateur d'une autre conférence, je vais pouvoir aussi lui donner un accès, mais lui, il aura son workspace à lui. Et du coup, dès Day One, mon API, je peux l'utiliser pour divers usages. Alors, 2 questions tout de suite qui arrivent dans sa tête quand on voit ça, c'est OK, comment j'exécute mes tests end-to-end? Donc ça, c'est pour ceux qui font des tests. Et comment j'exécute mes tests de perf? Bon, il nous reste 4 minutes. Ça va être un peu délicat à parler, donc je vais juste prendre des punchlines, mais en gros, il faut imaginer que les tests de perf, faut imaginer le script kiddies ou la script kiddies qui se trouve dans son appartement au collège et qui utilise des lambdas pour tester les performances de votre système en production. De toute façon, il va falloir gérer, pour moi, le 3e principe le plus important d'informatique, c'est de tout limiter dans l'espace et dans le temps. Si j'ai pas mis en place de rate limit, de toute façon, ça va me retomber dessus. Donc tant qu'à faire, je préfère que ce soit l'équipe d'à côté qui commence à faire toutes ces erreurs-là et que ça va me permette de solidifier ma production, plutôt que d'attendre que ça soit quelqu'un d'autre en dehors de mon organisation qui le fasse. Pour les tests système end-to-end, en fait, à partir du moment où on a cette notion de workspace ou de multitenant, eh bien on est capable de pouvoir reset la donnée si nécessaire, etc. Donc on en parlait, tout limiter dans l'espace et dans le temps, ça c'est un principe en fait qu'on voit et que à partir du moment où on l'applique à l'extrême, ce qu'on s'aperçoit en fait, c'est qu'on applique toutes les bonnes pratiques. Donc on n'a pas besoin de lire une dizaine de bouquins, parce qu'à chaque fois qu'on lit ces bouquins-là, ça peut se résumer en partie, en tout cas sur la partie Ops, beaucoup avec ce principe-là. Ça veut dire que quand je suis une API, que je tape sur une base de données, eh ben dans ma transaction, je vais préciser un statement timeout, qui va me permettre de limiter dans le temps l'exécution de ma requête, pour que ma base de données, je n'ai plus de long running queries. Ça veut dire aussi que quand je tape sur d'autres API depuis mon API, eh ben forcément, je vais mettre en place des timeouts. Donc ça, c'est la bonne pratique qu'on connaît tous. Et après, c'est un cercle vertueux. Du coup, ça veut dire que si j'ai des timeouts, je vais avoir des exceptions, donc il va falloir que je les gère, ou des erreurs en tout cas. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai une politique de retries en place. Donc là, on connaît bien l'approche sur du réseau du exponential backoff. On peut faire exactement la même chose. Et puis ensuite, je peux même, pourquoi pas me dire, ok, mais c'est quoi le plan B? Si ma base de données ou mon API de laquelle je dépends n'est pas disponible, c'est quoi mon plan B? Donc là, on découvre la notion de circuit breakers sans savoir que ça s'appelait des circuit breakers. Bon, bien sûr, quand on fait une API, on va mettre en place des tests, les post-deploy tests, pardon, ou des smoke tests. Alors, je passe certains slides. Je pense qu'ici, on connaît tous le modèle de sécurité qui n'est pas très efficace, qui s'appelle le modèle de sécurité par obscurité. Ça consiste à dire que je vais cacher les traces, comme ça, tu ne vas pas trop savoir quelle version de mon Nginx ou de mon Apache j'ai mis en production. C'est quand même bon à faire. Voilà. Et puis, voilà, on en parlait tout à l'heure, il y a d'autres choses encore. Toujours en respectant ce principe de tout limiter dans l'espace et dans le temps. Et c'est là où on voit d'ailleurs la maturité d'un système. Quand on arrive sur de Kubernetes, il y a une complexité utile qui permet de monter en compétence une grande partie du marché en leur expliquant que oui, c'est une bonne chose d'avoir des limites sur sa RAM et son CPU. Typiquement, des choses qui ne seraient pas forcément poussées autrement. On va vouloir aussi limiter le nombre de transactions simultanées, de sockets simultanés qu'on va pouvoir avoir sur un serveur. Ça, c'est une bonne pratique qu'on applique tous. Et puis il y a d'autres choses, comme les quotas, qui sont encore une fois l'expression de l'application du principe de tout limiter dans l'espace et dans le temps, qui sont déjà mis en place depuis des années et des années par les majors, mais que pour l'instant, d'un point de vue outil en commodité, pour que nous on puissions utiliser ça, on n'a pas encore trop de solutions qui existent. C'est toujours intéressant de regarder comment ça marche un Amazon et un Google, parce que les problématiques qu'ils ont eues, nous on les a à chaque fois avec 10 ans de retard. L'orchestration, c'est un bel exemple. Et bien là, du coup, les quotas, voilà, si vous avez des outils qui vous permettent de gérer les quotas, moi ça m'intéresse.
Autre point qu'on va voir, autre point de contrôle qu'on doit s'assurer lorsqu'on déploie une API, bah, c'est forcément de mettre en place de l'alerting. Alors l'alerting sans le monitoring, ça ne sert pas à grand chose. On est pareil, on est des êtres humains, on n'est pas payé à regarder des écrans à longueur de journée, pour peu que même si les dashboards peuvent être très jolis, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais on a peut-être mieux à faire. C'est bon de le rappeler parce que parfois, en fait, on va avoir des métriques qui vont être mises en place, mais pas d'alerting dessus. Ce qui fait qu'il faut attendre qu'un client remonte l'erreur pour dire « Ah oui, mais oui, c'est bien ce qu'on voit ». Sauf qu'en fait, on a mis en place le dashboard, sauf qu'on n'a pas mis l'alerting qu'elle avec. C'est dommage. Et le dernier point sur l'alerting, c'est que dans le message de description, celui qui a créé l'alerte n'est pas forcément celui qui va la recevoir. C'est toujours bon d'expliquer dans la description de l'alerte, ce qu'on appelle des runbooks, c'est qu'est-ce que tu dois vérifier et comment tu peux compenser ce qui vient de se produire. Deux dernières slides. Bon, après les classiques, hein, le CI/CD, bon, vu l'auditoire, je pense que bon, c'est toujours bon, mais vous connaissez sans doute déjà tout ça. Le restart deployment, ce qu'on faisait au début. En fait, et ensuite le blue-green. Bon, bah, le blue-green, tout le monde sait ce que c'est le blue-green. Oui, ok. Donc c'est la même chose que du restart, hein, c'est juste qu'on essaye de limiter l'interruption de service en mettant un load balancer devant. Et puis ensuite est arrivé le rolling update, donc ça c'est avec les plateformes as a service et plus tard les conteneurs as a service. Et là par contre c'est plus du tout la même chose parce qu'à un instant T, je vais avoir deux versions différentes de mon API qui vont être en production. Et ça c'est aussi un changement de mentalité. Et gérer du rolling update, par exemple au hasard en 2012, c'était pas si facile que ça. Pourtant on savait qu'il fallait qu'on aille dans cette direction-là. Mais c'était que des Netflix à l'époque qui avaient mis en place des outils comme ça. Alors maintenant, on peut se demander, oui, mais c'est quoi la dernière ligne? Là, c'est vraiment une bonne nouvelle, on vit dans un moment très intéressant parce qu'on peut faire du shadow launch. Donc pour ceux à qui ça ne parle pas, le shadow launch, ça consiste à dire, je prends du trafic de la production, je le copie et je l'envoie sur des environnements privés, donc par exemple le staging. Et ça me permet de monitorer les codes de retour et de voir si j'ai des différences là-dessus. Donc ça, on peut très facilement faire ça avec du GoReplay. Et puis après, on a ce qu'on connaît beaucoup plus, le canarying, etc. Donc là, avec des outils comme Istio. Il y a plein d'autres points de contrôle. Si vous voulez et que les principes vous ont intéressé, je suis actuellement en train d'écrire un bouquin et vous aurez la checklist en rentrant votre adresse email sur l'adresse qui se trouve ici. Merci.